Donc, Emmanuel Combes, le bouquin s'appelle La concurrence, voilà. Bah oui, vous pouvez pas faire plus simple. Non, je précise, parce que c'est un vrai bouquin d'économiste quand même. Hein. Oui, mais d'introduction, hein, ça se veut très accessible. Ouais, ça se veut très accessible. Il y a des moments où j'ai relu 3 fois la page quand même. C'est vrai Ah bah oui, quand même. Bah, il faut... hein tu devais être fatigué. Non, il y a des équations, il y a des schémas, il y a des symboles, il y a des trucs, il y a des machins. Mais c'est bien. Voilà. L'idée, je crois, hein, que pour la première fois, c'est essayer d'expliquer quels sont les effets de la concurrence et les obstacles à la concurrence, qui sont des choses qu'on aborde relativement peu. Et puis, qu'est-ce que la concurrence? Alors, qu'est-ce que la concurrence? Bah écoute, il y a deux visions. Il y a la vision qu'on a tous, c'est la concurrence, c'est quand on est très nombreux, ce qui est juste dans certains cas. Ouais. Mais on peut aussi avoir une autre vision de la concurrence qui n'est pas antinomique, qui consiste à dire, en réalité, la concurrence en anglais, ça se dit competition. La compétition, c'est quand tu es seul à la fin, parce que tu as été meilleur que les autres. Donc ça n'est absolument pas antinomique. Hein, tu peux très bien avoir un cas de figure où tu as à la rigueur 100% de part de marché, tout simplement parce que ton produit est meilleur que les autres. Attends, meilleur, pas toujours meilleur. C'est là où on rentre dans... Et c'est... Alors tout le sujet, c'est à partir de quel moment tu as gagné la compétition parce que tu as innové. Voilà. Tu vas rester leader dans la compétition parce qu'on appelle des moyens illicites, des moyens qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle... Déloyaux. Bah, la concurrence... Alors, écoute un chef d'entreprise, la concurrence est toujours déloyale. Mais par nature, elle est déloyale si tu entends par déloyale le fait qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Mais ça, c'est un petit peu la loi de la nature. Ouais. Par contre, une fois que tu as gagné la course et que tu es dominant, la domination en économie, d'ailleurs l'autorité de concurrence ne condamne pas les entreprises qui sont dominantes. Elle condamne les entreprises qui ont abusé de leur position dominante. Je vais prendre une image, un petit peu comme si tu avais gagné une course, tu as le droit de gagner la course, tu as même le droit de gagner plusieurs fois la course si tu es meilleur que les autres. Par contre, tu as une responsabilité particulière quand tu es le leader du marché, c'est de ne pas t'engager dans un certain nombre d'actions qui, du fait que tu es leader, sont considérées comme anticoncurrentielles. Exemple, je fais une vente liée, un accord d'exclusivité, c'est pas interdit de faire des accords d'exclusivité, heureusement, si, quand tu es en position dominante. Faire des remises à tes clients. Tu me diras, mais tous les chefs d'entreprise font des remises. Oui, mais quand tu es dominant, tu ne fais pas cela. On rentre dans un champ, là, Emmanuel, super intéressant. Et là encore, je respecte tout ton devoir de réserve, hein, mais on rentre dans un champ super intéressant parce qu'à ce moment-là, on quitte l'économie pour la politique. Oui, on quitte l'économie pour la politique, je suis d'accord. Politique de la concurrence. Politique, ça ne veut pas dire pour autant arbitraire. D'abord parce qu'il y a une jurisprudence. On est quand même sous le... Regarde ce qui se passe avec la Commission européenne et Apple. C'est-à-dire qu'à un moment, alors tu as raison, il y a une jurisprudence, mais à un moment, tu te retrouves en frontal, pourtant sur des schémas, des équations, etc., en frontal sur l'interprétation de l'abus de position dominante entre la Commission européenne et la justice européenne. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour autant, je ne voudrais pas qu'on ça donne le sentiment que ces fameuses règles du jeu sont des règles à géométrie variable. Et j'ai l'impression, moi. Non, ça fait quand même un siècle, et je vais même te dire quelque chose, quand tu regardes les pratiques les plus connus des GAFAM, puisqu'ils sont quand même poursuivis et condamnés pour des abus de position dominante, pardon, c'est des abus, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, c'est pas tout à fait nouveau. Prenons le cas d'Amazon. Respectons la présomption d'innocence, puisque pour l'instant, il y a simplement une notification de grief qui a été envoyée par la Commission. Que reproche la Commission Amazon? Non pas d'être dominante, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, mais d'avoir utilisé sa position sur la place de marché pour en réalité faire de la concurrence à ses propres vendeurs. Ouais. Bah, excuse-moi, soit tu es dans la posture dans laquelle tu prends la Commission et tu les laisses vivre, mais tu peux pas être des deux côtés. Ça, c'est indéfendable. C'est des pratiques. Ça, c'est indéfendable. Parlons d'Apple, parce qu'on va aller sur ce qui va être passionnant là sur le dossier TF1 M6 par exemple, c'est le marché pertinent. Je te le dis très franchement, Apple qui représente, je crois que c'est 19% aujourd'hui des smartphones installés, je trouve ahurissant qu'il soit poursuivi pour abus de position dominante. Alors, tu as deux cas de figure. Quand ton marché pertinent, c'est quand même les smartphones aujourd'hui installés dans le monde. Le marché pertinent, c'est ex ante. Quand tu n'as pas encore de téléphone, tu as le choix entre deux systèmes, Android ou Apple, ex ante. Mais une fois que tu es entré dans un univers, tu as acheté un téléphone, par exemple, de marque Apple, tu veux télécharger une application de musique, pour ne pas la nommer, tu n'as pas d'autre choix que d'aller sur l'Apple Store. Donc mais tu l'as fait en toute connaissance de cause, acheter ce téléphone Apple. Ça dépend comment tu raisonnes. Si tu raisonnes ex ante, oui, tu avais le choix entre deux applications, enfin deux systèmes. Une fois que tu es rentré dans l'univers, tu es quand même relativement loqué. Mais oui, mais ça peut pas être un individu le marché pertinent, parce que ce que tu me dis à ce moment-là, c'est que c'est moi le marché pertinent en fait. Le marché pertinent, c'est ma poche. Non, c'est sur toutes les personnes qui auraient, en parlant au conditionnel, pour rester quand même... Un téléphone Apple. Exactement. C'est ça le marché pertinent. Et donc le gars, il a créé ex nihilo, puisque tu me parlais de ex ante, il a créé ex nihilo
une véritable mine d'or, où des orpailleurs, créateurs d'applications, j'en parlais comme ça il y a 7-8 ans, j'adorais ça, c'était exactement ça, se sont enrichis. Et maintenant, on viendrait lui dire cette mine d'or ne t'appartient plus. Voilà. Pas forcément. On va en changer les règles. Non, parce que c'est pas la même chose de dire quand je suis en monopole sur mon propre système d'exploitation. En réalité, je peux tout à fait sortir du marché. Regarde ce qui s'est passé en Italie. Je crois que c'est Google pour le coup qui a été condamné. Elle refusait de mettre dans son magasin d'applications l'application de son concurrent, je sais plus le nom de l'entreprise, qui servait à la mobilité des voitures. Tout simplement parce qu'elle a peur que ça fasse de l'ombre à quoi ? À Google Maps. Ouais. Donc, en réalité, tu deviens en quelque sorte le gendarme de ton propre. En réalité, tu deviens tu es le gendarme de ton. Tu deviens ton régulateur privé. Tu deviens le régulateur privé. Mais oui, mais le régulateur privé, sur un seul segment de ce marché des smartphones. Sauf que je reviens à mon point de départ. Dans le cas de l'Italie, 75% je crois des Italiens ont Android. Tu peux considérer que là pour le coup, donc ça dépend si tu te situes ex ante ou ex post, parce que ex post, excuse-moi, une fois que tu es rentré dans l'univers, tu es quand même relativement loqué. On va le dire autrement. Non, mais c'est ça qui est parce que c'est ça qui est passionnant, Emmanuel. Comme tout en économie, c'est qu'en fait les équations sont là pour ouvrir un champ de débat absolument passionnant. Mais Nicolas, c'est pas nouveau, pardon. Nespresso a inventé la machine à café. Yes. Pour autant, a-t-elle le droit de ne pas rendre les capsules de ses concurrents compatibles avec sa machine ? Au fond, c'est le même sujet. L'autorité de la concurrence a estimé qu'au motif que tu avais inventé une machine géniale, tu n'as pas le droit pour autant, ça outrepasse ton pouvoir, que dans réalité Non mais j'ai adoré ce dossier parce qu'en l'occurrence, celui qui a contesté le premier Nespresso, c'est pas le petit innovateur dans son coin qui était, comme tu le décris très justement, par exemple bloqué sur la marketplace d'Amazon. Non, c'est Mondelez, c'est le roi mondial du café, qui en fait a une position beaucoup plus puissante que celle de Nespresso. Mais pas sur le marché des cafetières. Tu vois, tu peux pas. Je me suis dit, mon Dieu, je comprends plus rien à ce sujet. Non, il faut que tu distingues l'écosystème de base tu es en monopole sur ton propre système, et ensuite tu dois avoir une concurrence pour tous les produits complémentaires. Sinon, c'est logique. Surtout que tu as des coûts. Attention. Stéphane, tu as des coûts de transfert. C'est pas la même chose dans l'automobile. Si tu es pas content de ta Renault, tu la revends et tu vas acheter, je sais pas, une Toyota. Là d'abord, le choix est quand même assez étroit. Tu as le choix entre Apple et l'univers Android, premièrement. Et puis tu as quand même des effets de ce qu'on appelle des switching costs qui sont extrêmement élevés. Il faut non seulement racheter ton matériel, oui, bien sûr, donc, si on parle de télécom, d'où derrière la question aussi de la portabilité, le fait qu'une nouvelle application puisse facilement rentrer. C'est tout l'enjeu du Digital Market Act en Europe, qui consiste à dire attention, il faut qu'il y ait une concurrence sur les services. Alors, donc concurrence, mécanisme d'élimination des rentes injustifiées. Oui. Voilà ce que tu écris en toutes lettres. Et donc, le moment est de détecter quand la rente devient injustifiée. Voilà. C'est-à-dire qu'il est légitime que l'innovateur bénéficie d'une forme de protection pendant un moment. Voilà. Mais il l'a de toute façon par la loi avec le brevet. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet sinon une protection temporaire ? Et au-delà du brevet, c'est mérite. Quelqu'un qui vend des produits meilleurs que les autres, on ne va quand même pas le lui reprocher. Alors, Emmanuel, la concurrence pure et parfaite, parce que c'est ça la concurrence pure et parfaite, et tu dis il faut qu'il y ait libre entrée, libre sortie. Tu as des marchés où il y a libre entrée, libre sortie. Le transport aérien, tu veux rentrer sur l'aéroport de Bordeaux, tu déposes un plan de vol, des règles de sécurité et tu rentres. Mais dis donc, il faut acheter des avions. Non, tu les loues. Tu les loues à la journée. C'est fascinant. Tu as toujours un coût d'entrée minimal. Je te rappelle que dans le transport aérien, comme par hasard, les marges sont quand même proches de zéro. Ou alors, tu as un business model qui est surperformant, qui s'appelle le low cost. Libre entrée, libre sortie. Homogénéité des produits. Oui. Mais oui. Le transport aérien aujourd'hui, même chose. Tu vas aller de Bordeaux à... Grand nombre d'acteurs. Oui. Et peut-être le plus important, pas d'asymétrie d'information. Ça, c'est le point dans le bouquin que je développe beaucoup. Mais ça, c'est formidable. Parce que c'est super intéressant. En 2 mots, en réalité, quand tu fais tes courses autour de chez toi, tu as 4 magasins, j'ai fait l'expérience. Et les prix ne sont pas les mêmes pour les mêmes produits. Exactement les mêmes produits. Normalement, tu devrais faire tes courses dans un magasin, puis aller dans le second, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Tu ne le fais pas parce qu'il y a un coût de recherche d'information qui s'appelle le coût de transport. Ouais. Et finalement, tu achètes tout au même endroit et tu te fais un petit peu avoir. Donc dès lors que tu as une asymétrie d'information, celui qui vend, il a un pouvoir de marché sur toi. Lui, il sait. Ben oui, il sait surtout quels sont les prix dans la zone de chalandise. Il sait que tu ne te déplaceras pas. Donc un des enjeux, c'est d'augmenter la diffusion de l'information. C'est ça. Un exemple passionnant, en Israël, le gouvernement a imposé non pas la vente en ligne des produits, mais l'affichage obligatoire des prix des supermarchés sur Internet. Juste l'affichage. Qu'est-ce qui s'est passé ?
tous les prix des produits absolument identiques se sont alignés à peu près au même niveau. Tout simplement parce que... C'est ce qui s'est passé avec le drive d'ailleurs. Exactement. Alors le risque après de ça, c'est que si tu fais ça avec l'essence et que tu as 2 opérateurs, c'est qu'en fait, comme l'information devient transparente, ils peuvent s'entendre plus facilement sur les prix. Donc attention, parfois des bonnes idées peuvent arriver à des situations anormales. Mais tu as raison, les coûts de recherche d'information, j'irai même plus loin, Stéphane, les coûts psychologiques. Suppose même que tu peux changer. Tu ne le fais pas. Parce que le biais de statu quo, je le ferai demain, je vais changer d'opérateur bancaire, je verrai plus tard. Ouais. Il y a aussi le biais de myopie. Es-tu le meilleur juge de ce qui est bon pour toi? Tu vas avoir tendance à surestimer. C'est l'histoire des salles de gym. On prend toujours le forfait parce qu'on pense qu'on va faire de la gym. Le forfait qui nous est en réalité désavantageux. Donc le consommateur, en plus, il n'est pas forcément éclairé. Donc si tu veux, la concurrence, c'est pas un truc naturel. Il y a des obstacles à la concurrence, des obstacles informationnels et des obstacles psychologique. Et ce que tu expliques très bien, c'est qu'en plus il y a, et c'est ça aussi qui est merveilleux avec l'économie, c'est que c'est du mouvement. C'est-à-dire tu as une position de structure à un moment M, et puis ensuite tu as une dynamique. C'est tout l'enjeu. En réalité, c'est ça qui va changer les paramètres en permanence. En réalité, s'il fallait résumer, je dirais presque que la concurrence, c'est très schumpeterien, c'est l'alternance de phases de monopole et de phases de concurrence pure et parfaite, une fois que tu es imité. Il n'y en a jamais... Enfin, et tu le dis d'ailleurs, il n'y en a jamais de la concurrence vraiment pure et parfaite. Non, il n'y en a jamais. Il y a toujours, notamment la symétrie d'information, c'est compliqué. Mais tu peux avoir de l'imitation. Regarde sur les smartphones, après tout, tu n'as certes que 2 systèmes d'exploitation, mais tu as plein de producteurs de smartphones. Donc tu as quand même ça, tu as l'imitation. Et puis tu as quand même cette idée que tu vas t'endormir. Il y a une sorte de darwinisme, tu vas t'endormir sur ta rente, qui de rente de monopole va se transformer en rente, enfin de rente d'innovation va se transformer en rente de monopole pur. Hein. La meilleure vie d'un monopole, comme le disait John Hicks, prix Nobel, c'est la vie tranquille. Puis un jour, tu te réveilles et tu t'aperçois que tu as été disrupté. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est finalement une nouvelle forme de concurrence. Et moi, je crois à Schumpeter, à cette idée qu'en réalité... Mais alors, attends, je reprends parce qu'il y a l'intérêt du consommateur derrière. Hein, et il y a, alors, parce qu'il faut poser cette question-là quand même, autour de la Commission européenne, historiquement, se place en défense du consommateur. Et on lit partout, mais je voudrais ton avis, qu'elle est en train de changer sa politique pour créer des champions. C'est-à-dire trop de concurrence, à un moment en fait, desservirait d'une certaine façon le consommateur parce qu'il perdrait une forme de souveraineté ou parce qu'on rentrerait dans un champ politique. Enfin, comment est-ce que tu... Moi, j'y crois pas trop. Tu vois ces choses-là. J'y crois pas trop à cette idée qu'il y aurait une sorte d'optimum de concurrence et qu'il ne faudrait pas en faire trop. En réalité, d'abord, quand on dit que l'Europe défend le consommateur, c'est pas vrai. Elle défend l'acheteur. L'acheteur, c'est souvent une entreprise. Donc en réalité, défendre la concurrence, c'est défendre aussi l'entreprise qui achète des produits intermédiaires à un prix qui est relativement faible. Donc attention à cette image d'Épinal, les consommateurs d'un côté, les producteurs. Enfin, moi, je dis souvent les cartels. Les cartels, la victime des cartels, c'est pas des consommateurs. Quand tu vois les grands cartels, c'est des cartels sur des produits intermédiaires. Donc défendre la concurrence, ça n'est pas défendre le consommateur, c'est défendre l'acheteur, premièrement. Secondement, les travaux te montrent, notamment les travaux de Philippe Aghion, que dès lors que tu es arrivé à la frontière technologique, ce qui est le cas de la France et de l'Europe, en réalité, plus de concurrence, c'est ce qui t'incite à innover. Il n'y a rien d'autre de mieux que la concurrence pour innover. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut que de la concurrence. Il faut aussi de la concurrence. Ça n'est pas antinomique avec le fait que tu aies, par exemple, des aides, de la recherche-développement, des aides publiques. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'idée qui est de dire qu'il y a trop de concurrence et c'est pour ça qu'on n'a pas de champions nationaux, je pense qu'en réalité, on a trouvé le bouc émissaire idéal. Le problème de l'Europe, c'est pas qu'on a trop de concurrence, c'est qu'en réalité, on n'a pas assez d'innovation radicale. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je le dis souvent, en fait, il ne faut pas choisir entre la concurrence et l'innovation. Il ne faut pas choisir entre la politique de concurrence et la politique industrielle, il faut les deux. En fait, Thierry Breton, il ne veut pas déshabiller la politique de la concurrence. Il veut rajouter de la politique industrielle. On a besoin des deux. Je te le résume avec une image. Politique d'innovation, je finance les innovations du futur, mais pas en désignant le vainqueur à l'avance. Ça ne marche pas, ça. De dire c'est toi qui seras le Elon Musk, ça ne marche pas. C'est je mets de l'argent sur la table. Regarde ce qu'a fait la DARPA ou la BARDA. Hein. Je mets plusieurs milliards sur la table. Qui veut y aller ? On met de la concurrence. Mais la concurrence est un moyen, ça n'est pas une finalité, Stéphane. Tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la NASA qui a décrété qu'en fait Elon Musk allait être le vainqueur de la course à la Lune, et à un moment, justement, le système américain dit non mais attendez les gars, c'est pas possible. Et le vaccin et le vaccin. Les choses... Non, mais là, pour le coup, la NASA a bloqué. Même chose, dans le vaccin, la BARDA a donné 10 milliards, si je ne dis pas de bêtises, de dollars à 7 laboratoires. Alors, il y en a un qui a gagné, qui s'appelle Moderna. Ouais. Mais il y a bien l'idée que la concurrence est un moyen. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette opposition un peu factice entre concurrence et champion. Alors, la concurrence, elle fait des champions. Vite. Il faut aller aussi au grand truc qui est la concurrence détruit l'emploi. Alors, c'est en effet l'image qu'on a tous spontanément. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste non plus.
forcément que la concurrence détruit l'emploi, puisque un nouvel entrant va prendre la place de celui qui était déjà là. Sauf qu'on oublie les effets indirects. Premier effet indirect, l'entreprise installée licencie, mais celui qui rentre, il embauche, premièrement. Sauf s'il est en Chine. C'est vrai. Et puis celui qui rentre, en général, il est plus efficace, sinon il ne serait pas rentré. Comme il est plus efficace, il y a un effet en économie, il baisse les prix. Comme il baisse les prix, ça augmente les quantités. Tu regardes ce qui s'est passé dans le transport aérien. Il y a eu un choc que personne ne soupçonne, qui s'appelle le low cost. C'est un choc d'une violence absolue. Tu regardes le nombre d'emplois dans l'écosystème du transport aérien, 1996, ouverture du ciel, et tu reviens en 2016, ça n'a pas bouger. Donc attention, tu as les effets directs mais attends, et tu as les effets indirects. Tu dis l'emploi direct dans le transport aérien est resté quasi stable, mais comme tu as eu baisse des coûts, j'allais y venir. Il y a plus d'argent pour le tourisme. Exactement. Et en fait, qui a gagné de l'emploi? Les restaurateurs, les hôteliers. Tu sais, l'économie, c'est l'art du visible et de l'invisible. J'aime bien cette formule-là. Donc attention, ceci étant... Frédéric Bastiat, ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas. Ceci étant, Stéphane, ça veut dire aussi que la concurrence, pour moi, là je fais un peu de politique, elle n'est acceptable qu'à partir du moment où il y a de la sécurité sur les personnes. La concurrence, c'est de la turbulence. C'est des personnes qui vont perdre leur emploi. Mais ce qui est grave, c'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en trouver un autre. Donc pour moi, pas de concurrence sur le marché des produits si de l'autre côté, il n'y a pas un système un peu à la suédoise de flexi-sécurité. Sinon, la concurrence n'est pas acceptable socialement. C'est là où on rentre, mais alors je savais que de toute façon on n'aurait pas assez de temps, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, si je prends l'exemple de l'industrie chinoise et de l'industrie usine du monde, c'est qu'effectivement derrière c'est des gains de pouvoir d'achat considérables pour les consommateurs européens, pour les consommateurs français, donc des transferts vers d'autres activités. Simplement tu perds des emplois industriels pour gagner des emplois de service. Exactement. Et là c'est la qualité d'emploi qui n'est pas la même. Voilà, ce que les Américains appellent les union jobs, c'est-à-dire que à un moment, effectivement, là, tu as une distorsion qui fait que c'est là où la régulation doit entrer en ligne de compte. Exactement. Et dès lors que tu es victime de concurrence déloyale, pour revenir sur la Chine, là, ça a un sens, le terme de concurrence déloyale. C'est la lutte contre les subventions publiques. Tu sais que Thierry Breton veut légiférer sur ce point. C'est également la lutte contre les pratiques de dumping. Donc attention, la concurrence, ce que je voudrais, c'est un message important, c'est pas la guerre de tous contre tous sans règles du jeu. Je veux dire, d'abord, la concurrence, c'est des règles du jeu. Le same level playing field. Et secondement, et j'insiste vraiment là-dessus, Stéphane, ça n'est acceptable pour moi que dès lors qu'il y a un système social extrêmement généreux qui favorise les transitions. Je vais le dire autrement. Ça me gêne parfois quand on dit la concurrence, c'est le modèle anglo-saxon. Non, il y a deux modèles. Il y a le modèle anglo-saxon où tu te débrouilles et puis il y a le modèle des pays nordiques. Dans les pays du Nord, il y a beaucoup de concurrence. Ce sont des pays extrêmement riches justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ce qui n'exclut pas tout ce système de flexi-sécurité. Protégeons les personnes plutôt que les emplois. Donc attention, la concurrence, elle n'est pas désincarnée, elle s'inscrit dans un écosystème et tu peux pas demander aux gens de mettre plus de concurrence si de l'autre côté tu leur dis pas qu'il y a un minimum de sécurité. Alors je veux finir avec un chiffre dingue. Dieu sait que j'ai suivi le secteur de télécom, je connaissais pas ce chiffre. Donc l'arrivée de Free, Télécom a rendu 4,5 milliards d'euros aux consommateurs sur la période 2012-2014. Oui, 4,5 milliards d'euros. Non, mais c'est un plan de relance, 4,5 milliards d'euros sur 2 ans. C'est Montebourg, je crois, qui avait dit à l'époque que la plus grande, celui qui avait fait le plus pour le pouvoir d'achat, c'était l'entrée de Free Mobile. Mais c'est assez logique. Il a changé d'avis, Montebourg. On revient à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tu as gagné en moyenne 5 à 6 euros sur ton forfait. Alors tu pourrais me dire 6 euros par mois. 6 fois 12 mois, déjà, ça fait 70 euros. Et tu multiplies par le nombre de personnes qui ont un abonnement de téléphone portable. On revient toujours sur cette idée, le visible et l'invisible. On a l'impression que c'est rien. En réalité, c'est phénoménal. Le gain de pouvoir d'achat de la Chine, ça a été fait sur les États-Unis par Xavier Jaravel. On arrive, je crois, à 1000 ou 1200 dollars par an, par ménage. Alors, tu donnes un chiffre. Alors, justement, mais on a 2 minutes, parce que chaque emploi détruit amène un gain de pouvoir d'achat aux États-Unis de 400 000 $. Mais c'est 400 000 $ sur quoi? Sur l'année, par an. Par an? Mais oui, mais bien sûr. Mais tu vois, tout ça, on le voit pas. C'est la qualité des produits. Tu vois, c'est en gros l'image de Patrick Artus. On a vidé les campagnes pour remplir les usines. Maintenant, on vide les usines pour remplir les McDonald's. C'est-à-dire la qualité d'emploi n'est pas la même. Sans doute. Là, il y a un sujet. Là, tu abordes le vrai sujet. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas être, à mon avis, un débat sur la quantité d'emploi. Non. Sur la qualité, sur la qualité, ben oui, mais derrière, c'est vrai. C'est les gilets jaunes. C'est-à-dire derrière, ce sont les salaires. Derrière, c'est les gains de productivité. Derrière, c'est l'innovation possible. Oui, mais à ce moment-là, tu peux aussi tomber dans l'autre monde. Prenons le contrefactuel, le monde. L'autre monde, c'est un monde qui serait donc plus fermé, où tu n'aurais pas les gains de pouvoir d'achat, tu aurais tendance quand même à t'endormir sur ton marché, évidemment, tu vois. Évidemment. Ah non, mais évidemment. Donc attention, j'entends ton point, qui est de dire qu'il y a un problème de qualité de l'emploi, plus que de quantité. Tu as raison, et je l'aborde dans le livre d'ailleurs. Oui, non, mais tu l'abordes parfaitement.
Bon ben voilà, on a fait le tour. Hein. On a à peu près tout vu. François Lévesque qui est venu nous voir, l'économiste, qui a écrit un bouquin très intéressant sur les entreprises hyper puissantes. Juste en conclusion, il dit c'est quand même la concurrence, les mécanismes de concurrence qui amènent aujourd'hui cette hyper-domination d'un certain nombre d'entreprises. Ça n'est pas antinomique. Voilà. Ça n'est pas antinomique. Ouais, simplement, il faut assurer que le jeu reste toujours ouvert. Personne ne reproche à Google d'avoir 92% de part de marché sur son moteur de recherche. Par contre, quand on a 92% de part de marché, il y a un certain nombre de pratiques. Donc tu vois, il y a toujours cette idée que la concurrence, c'est des règles. La concurrence s'inscrit dans un cadre. Tu sais, c'est comme au foot. Hein. Tu joues pas au football sans un arbitre et sans des règles du jeu. Ben, c'est exactement la même chose en économie. Donc moi, je crois beaucoup au couple marché-régulateur parce que l'un ne va pas sans l'autre. Attention, le régulateur ne doit pas jouer à la place des joueurs. Mais il doit sortir le carton rouge lorsque c'est nécessaire. Avec TF1 M6, ça m'intéresse énormément. Le marché pertinent, voilà, on va retomber sur le marché pertinent. Ça va être un magnifique sujet. Le Bitcoin, donc maintenant, les amis, et le fondateur de la première plateforme d'échange de Bitcoin en France, c'était il y a des années, qui était venu nous voir au mois de février dernier.